Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo qui peut intéresser pas mal de monde qui est comment être meilleur au CrossFit grâce à la compréhension des filières énergétiques et des facteurs limitants que vous pouvez rencontrer. Les facteurs limitants que vous pouvez rencontrer et qu'on détaillera plus tard, c'est votre système nerveux central, vos muscles, le système respiratoire et le système cardiaque. Il faut savoir qu'en termes de filières énergétiques, il y a l'ancien modèle et le nouveau modèle. On ne veut pas dire qu'ils s'opposent, mais le nouveau modèle complémente largement, améliore largement l'ancien modèle. L'ancien modèle, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est celui-ci que plein de monde mettait en avant, avec la filière alactique qui permet de produire beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance rapidement, mais qui s'épuise très vite. La filière lactique qui produit moins de puissance que la lactique, mais qui en produit tout de même et qui permet de durer un peu plus longtemps. Et enfin, la filière aérobie qui produit beaucoup moins de puissance, qui met plus de temps à se mettre en route, mais qui permet de durer sur des efforts beaucoup plus longs. Alors, déjà dans l'ancien modèle, c'était admis que tous les systèmes d'énergie fonctionnaient ensemble, qu'il n'y en avait pas un qui travaillait sans les autres, mais on ne choisissait pas forcément quel système travaillait, c'est le corps qui choisit ce dont il a besoin pour fonctionner. Et ce que le nouveau modèle apporte, en fait, simplement un changement de vocabulaire et une modification de ce système. Alors ça va être le nouveau modèle où on va avoir du coup le principe d'une batterie qu'on a au départ de l'effort et qui va se vider au fur et à mesure de l'effort. Donc plus l'effort est intense, et plus cette batterie elle va se vider rapidement, et plus l'effort est long, et plus on va essayer de faire durer cette batterie. Donc dans cette batterie, vous allez avoir le système créatine-phosphate qui représente les lactiques dans l'ancien modèle, la glycogénolyse qui va représenter le système lactique dans l'ancien modèle, et du coup l'O2 qui va représenter la partie aérobie. Sauf que là, c'est admis que tout fonctionne en fait de concert, qu'il n'y a pas un système qui fonctionne plus que les autres, qui a besoin des trois pour être le plus efficace possible, et qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'O2, vous n'avez pas assez d'O2 pour répondre à la demande de vos muscles, et vos performances baissent. La glycogénolyse est de moins en moins efficace, et donc à partir du moment où ce point arrive, et du coup vous allez faire appel à entre guillemets un deuxième système qui va venir aider le premier, qui est la glycolyse pour permettre la reconstitution des stocks de créatine phosphate. Mais que ça se fait beaucoup moins vite, de manière beaucoup moins efficace, et donc du coup ça vous produit moins de performance. Et pour donner un exemple concret, c'est quelque chose qu'on voit dans les watts de CrossFit, sur un AMRAP de 20 minutes par exemple, où vous partez pour un tour, et du coup votre premier tour vous le faites en 30 secondes, le deuxième en 45, le troisième en 1 minute, le quatrième en 1 minute 30, et à partir de là, les suivants, vous les faites entre 1 minute 50 et 2 minutes au tour, parce que vous êtes parti trop vite, et ce rythme ne devrait plus varier jusqu'à la fin du WOD, mais par contre votre performance s'est effondrée, parce que vous avez vidé votre batterie beaucoup trop vite, et donc automatiquement, votre système il tourne avec ce qui lui reste, avec ce à quoi il peut tourner. Donc voilà un exemple pour le nouveau modèle. Donc le fonctionnement du nouveau modèle un peu plus en détail, on va avoir du coup, je mets quelque part par là l'ATP, qui est la source première d'énergie pour l'organisme. C'est ce qui vous permet de produire des mouvements, un effort, qui va se dégrader en ATP. Et l'ajout du système créatine-phosphate avec l'ADP va permettre de reproduire de l'ATP et donc de relancer la machine. Pour permettre également de resynthétiser de l'ATP et de la créatine-phosphate, vous allez avoir la glycogénolyse avec des études qui ont appelé ça de glycogen shunt, où la glycogénolyse du coup va dégrader le glycogène directement en ATP et le reste en lactate. Ce lactate va être mis dans un milieu oxydatif parce qu'il faut savoir que tous les efforts maintenant sont admis comme aérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'efforts anaérobie. On a prouvé que dès que vous faites un effort, il y a une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang et que pour continuer à performer, vous avez besoin d'un apport en oxygène continu. Et que si jamais vous avez besoin d'un exemple plus concret, vous courez un 400 mètres, alors c'est Upside Strength qui a fait une vidéo là-dessus, une excellente vidéo, elle explique très très bien. Si vous courez un 400 mètres où vous montez 5-6 étages en sprint et que vous arrivez en haut, après votre max effort, si vous essayez de vous boucher le nez et de fermer la bouche, et ça va pas bien se passer parce que vous avez besoin de cet oxygène pour refaire vos réserves. Donc ce lactate va être associé à l'oxygène pour reproduire du glucose, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et à partir de là, ce glucose, on va s'en servir pour reproduire du glycogène, ce qu'on appelle la glycogénèse. À partir du moment où on a de nouveau ce glycogène, le système continue à tourner. Le problème est que lors d'un effort, si cet effort est trop intense par rapport à ce que votre organisme peut faire rentrer comme oxygène dans l'organisme et à quel point il peut utiliser l'oxygène, vous allez vous retrouver en dette d'oxygène. Donc du coup, le lactate est moins bien réutilisé, donc la néoglucogénèse fonctionne moins bien. Du coup, la néoglucogénèse fonctionne moins bien, donc la glycogénèse fonctionne moins bien. Et donc du coup, vous allez vous retrouver rapidement en dette de glycogène. Et une fois que vous êtes en dette de glycogène, l'organisme va progressivement arrêter d'utiliser le glycogène parce que vous ne pouvez jamais vous retrouver sans glycogène dans l'organisme. Et du coup, il va utiliser la glycolyse. La glycolyse qui est la dégradation directe du glucose en ATP et en créatine phosphate. Et un troisième composant qui va être le pyruvate. Et ce pyruvate va être de nouveau dégradé en lactate et en CO2.
Et donc ce lactate va être réutilisé dans la formule. Mais ce système, il est beaucoup moins efficace, il est beaucoup moins rapide, donc ça produit beaucoup moins d'énergie. Et du coup, c'est pour ça que vos performances baissent à partir d'un certain moment donné. Donc comme j'expliquais avant, il faut savoir que tous les efforts, ils sont aérobies. Plus un effort est intense, plus il y a une consommation d'oxygène qui est importante, et donc plus vous allez avoir besoin de repos pour refaire vos stocks d'oxygène et permettre à cet oxygène de régénérer les systèmes d'énergie que j'ai expliqué avant. Du coup, quand la quantité d'oxygène ne permet pas de matcher, la quantité d'oxygène disponible dans l'organisme ne permet pas de matcher la demande de l'effort, et bien la glycogénolyse va ralentir au profit de la glycolyse qui sera plus lente, et du coup, automatiquement, vos performances seront moindres. Du coup, pour être performant, il faut continuer à maintenir un apport en O2 suffisant dans l'organisme pour matcher la demande. Alors, la première manière de faire ça est de se concentrer sur sa respiration et non pas sur le rythme que vous avez, de vous concentrer à ventiler correctement et du coup d'adapter votre rythme à la ventilation que vous arrivez à avoir. Il y a un exercice qui est très bien pour faire ça, qui est de faire de la respiration par le nez, donc de courir ou de ramer ou de pédaler en respirant uniquement par le nez, et vous allez vous rendre compte qu'en fait en ne respirant que par le nez, alors déjà il y a beaucoup moins d'oxygène qui rentre quand vous respirez par la bouche, mais il y a aussi beaucoup moins de CO2 qui ressort que quand vous expirez par la bouche. Du coup, vous allez être obligé d'adapter votre rythme à ça, sinon vous allez sentir qu'à un moment donné, vous êtes à deux doigts d'exploser, donc vous allez être obligé de respirer avec la bouche. Donc cet exercice de respiration avec le nez, il est très bien pour apprendre à caler votre rythme par rapport à votre respiration. Ça ne veut pas dire que dans les efforts, vous devez respirer avec le nez, c'est un exercice, on va dire, technique, mais à partir de là, quand vous respirez normalement dans un effort du coup avec le nez et la bouche et que vous expirez, et bah du coup, vous concentrez votre rythme sur votre respiration. Du coup, comme on l'a vu au début de la vidéo, les facteurs limitants, ça va être le système nerveux, les muscles, la respiration et le système cardiaque. Donc pour améliorer sa capacité de travail, il va falloir entre guillemets simplement trouver le facteur limitant ou les facteurs limitants et celui qui est le plus limitant parmi les autres et l'attaquer. Pour donner un exemple, pour le système nerveux, sur les double under, si c'est un mouvement sur lequel vous avez de la peine ou vous n'êtes capable en étant frais que d'enchaîner des séries de 30 double under avec du repos entre chaque, bah si dans un WOD on vous met des séries de 24, 25, 30 double under, va y avoir un problème parce que du coup c'est votre meilleur perf en étant frais, donc il y a de fortes chances que sous fatigue vous performiez beaucoup moins bien et à partir d'un moment donné, vous allez vous la prendre dans les pieds et vous n'arriverez plus à enchaîner parce que vous avez excédé la capacité de votre système nerveux et donc du coup il est dépassé. Du coup vous allez avoir besoin de prendre du temps de repos pour être capable de nouveau d'enchaîner des double under. Et probablement pas 30, mais ne serait-ce qu'un petit peu. Ça peut être aussi un exemple de force, le système nerveux, typiquement sur du snatch. Si votre max snatch est à 60 kg et que dans un WOD on vous demande des snatchs à 50, vous allez rapidement être limité, vous allez avoir besoin de prendre beaucoup de repos. Alors que si votre max snatch est à 100 kg, bah ça va poser moins de problèmes à 50 kg. Même si vous n'avez pas de cardio, même si vous n'avez pas d'endurance musculaire, vous allez probablement beaucoup moins galérer que celui dont le max est à 60 kg. Donc le système nerveux peut être un facteur limitant. Pour la respiration, comme on a vu avant, le point le plus important est de prendre le contrôle de sa respiration et de caler son rythme par rapport à sa respiration. Ce sera le plus important. C'est un peu un travail de méditation, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur vous, sur votre respiration, sur comment vous vous sentez, et pas sur le nombre de reps que vous voulez effectuer. Parce que votre ego il a envie d'effectuer tant de reps, mais c'est pas pour autant que votre organisme en a la capacité, ou s'il y arrive, il va très rapidement exploser après. Enfin, votre capacité cardiaque, elle va se travailler. Il faut savoir que votre cœur, plus il va être capable d'avoir une capacité de travail élevée à une fréquence cardiaque basse, plus vous allez avoir une capacité de travail élevée quand vous allez monter dans les tours, pourvu que vous ayez un minimum d'entraînement. Donc pour faire ça, il faut faire de l'hypertrophie ventriculaire, ça se fait à des intensités relativement basses, ce qu'on va appeler en zone 2. Enfin, pour vos capacités musculaires, on va arriver sur un point qui est assez lié au système nerveux. Imaginons que vous avez un max de chest to bar unbroken qui est à 3 et que dans un WOD on vous demande à 21-15-9 avec des chest to bar. Vous allez comprendre que ça va être compliqué et que votre performance ne va pas être dingue. Et si vous travaillez votre endurance de force, et du coup vous allez avec le temps arriver à 10 chest to bar unbroken. Et du coup, ne serait-ce que ça, sans améliorer votre capacité de cardio, vous allez être beaucoup plus performant sur le 21-15-9 parce que vous aurez multiplié par 3 votre capacité à faire des chest to bar. Ça, c'est un premier moyen, l'endurance de force. Après, ça va être l'endurance musculaire ou ça peut être lié à la congestion. Votre endurance musculaire, ça va être capable d'augmenter votre capacité à faire des longues séries de chest to bar avec peu de repos entre. En plus, être capable de faire des longues séries de chest to bar en une seule série. Maintenant, un point qui peut intéresser des personnes, c'est de lutter contre la congestion. La congestion, c'est de l'occlusion. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, il y a du sang qui arrive dans le muscle, mais il n'y a pas suffisamment de sang qui en repart, et donc ça gonfle, et donc ça limite la capacité à terme musculaire de l'athlète. Ça peut arriver plus ou moins rapidement en fonction des entraînements des gens et des capacités des gens. Et donc pour entraîner ça, ça se travaille via l'endurance musculaire, comme j'ai expliqué avant, ou via des intervalles longs à intensité modérée. Typiquement, des bandits pull-up. Si vous êtes à l'aise au strict pull-up, vous pouvez faire des strict pull-up, des séries de 20, 25, 30 reps de strict pull-up avec un élastique vraiment, ce qui vous permet avec difficulté de faire 20-25 reps avec des temps de repos assez courts et vous recommencez ça et vous faites beaucoup de séries. Et avec le temps, ça va diminuer la tendance à l'occlusion des muscles et donc à la congestion. Donc, tout mis ensemble,
Ça donne quoi? Le point important, donc je remets le nouveau modèle, il va être de gérer votre batterie. C'est-à-dire que si vous partez sur un AMRAP de 20 minutes, un test de 20 minutes, il va falloir que dans votre tête, vous partiez pour 25 ou 30 minutes. Pourquoi? Parce que si vous partez sur 20 minutes, vous risquez de partir trop vite. Si vous partez sur 30 minutes, vous allez gérer votre rythme. Et donc, vu que vous gérez votre rythme, c'est vous qui allez gérer vos pauses et pas les subir. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de prendre une pause, vous allez choisir de prendre une pause pour gérer votre rythme. Ce qui fait que plus vous allez avancer dans le WOD, plus vous êtes en contrôle de votre effort. Et donc, plus vous allez pouvoir choisir d'accélérer ou de ralentir. Alors que si vous partez sur un AMRAP de 20 minutes dans votre tête, il y a fort à parier, sauf si vous connaissez très bien. Mais sinon, il y a fort à parier que vous allez partir un poil trop vite et que vos split time autour, ils vont descendre. Enfin, ils vont être de moins en moins bons. Donc, essayez de toujours partir dans l'idée que vous partez pour un peu plus longtemps que le WOD que vous allez faire. J'ai parlé des split time, c'est très important. Si vous voulez progresser sur un WOD, on va prendre un exemple qui est un WOD des Open, qui est un AMRAP de 20 minutes. Vous aviez 4 dumbbell thrusters, 6 toes to bar, 24 double under. Je crois que c'était quelque chose comme ça, pendant 20 minutes. Notez vos split time. À chaque tour, notez le temps que ça vous a pris pour faire le tour. Et si vous voyez que vos split time, ils explosent, c'est-à-dire que vous passez de 30 secondes au tour à 45, à 1 minute, à 1 minute 30, à 1 minute 45, c'est que vous avez mal géré votre rythme. Donc, à la fin du WOD, estimez la moyenne, calculez la moyenne de votre temps au tour. Et si votre temps au tour est de 1 minute 30, 1 minute 35, alors que votre premier tour était en 30-35 secondes, il va falloir que vous partiez dans votre tête, la prochaine fois que vous refaites ça, sur une moyenne de 1 minute 10 au tour. Alors oui, vous êtes loin de votre temps au premier tour, mais vous êtes aussi largement mieux que votre moyenne de la fois dernière. Donc ça risquerait même d'être un poil trop haut. Donc partez dans votre tête sur une moyenne de 1 minute 20, 1 minute 25. Effectivement, ça va être lent au départ. Par contre, ça va vous permettre de maintenir le même rythme tout du long à travers le WOD. Et du coup, quand vous arriverez à la fin, vous pourrez accélérer parce que vous aurez contrôlé votre rythme. Et avec le temps, vous essayez de diminuer ces speed time en étant toujours capable de rester. Donc commencez facile et avec le temps, vous diminuez les speed time. Enfin, c'est de se fixer une stratégie réaliste. Calculez le nombre de tours que vous pouvez être capable de faire, donc ayez un objectif en tête. Voyez ce que ça donne comme stratégie, les split time que ça vous donne, quand est-ce que vous allez breaker, est-ce que ça vous paraît cohérent ou pas. Typiquement, si votre max de toes to bar unbroken frais c'est 10 et que là vous allez être obligé de faire des séries de 6 toes to bar unbroken pendant 20 minutes, est-ce que ça vous paraît cohérent que vous allez être capable d'enchaîner ça avec des split time de 1 minute au tour? Voilà, essayez d'ajuster, faites des tests. OPEX Fitness propose ça très très bien quand il y a les WOD des Open, de la veille de faire le WOD, de tester 2 ou 3 tours, un rythme bas pour voir ce que ça donne en termes de split time, en termes de sensations pour vous aider à gérer votre effort. C'est important d'avoir une bonne stratégie, d'avoir un objectif, d'avoir une bonne stratégie et surtout de tester un petit peu cette stratégie avant de vous lancer. C'est pour ça que les WOD des Open, c'est bien de les faire 2 fois. Et enfin, le point le plus important qui récapitule tout, c'est de se connaître. Mettez votre ego de côté et concentrez-vous sur ce que vous êtes réellement capable de faire. Et apprenez du coup à gérer votre stratégie, à gérer vos split time. Sachez quel est votre max. Si votre max de double under frais c'est 30 et que là dans le WOD on vous en demande des séries de 30 et que vous allez arriver sous fatigue, ça sert à rien de partir pour 30 dès le départ parce que vous allez peut-être réussir à faire 2 ou 3 tours unbroken et après ça va être la catastrophe. Vous avez le meilleur temps dès le départ de faire des séries de 15 puis rapidement de faire des séries de 10. Vous allez simplement prendre 4-5 secondes de récup ou un peu plus entre chaque série de 10, mais vous êtes en contrôle, c'est-à-dire que le moment où vous allez vouloir faire plus de reps, vous n'allez pas vous la prendre dans les pieds parce que vous n'avez pas contrôlé votre rythme et parce que vous êtes épuisé et que vous allez vous énerver parce que vous n'êtes plus capable de les passer que par série de 5 à 10 sans contrôle du tout. Voilà. Donc ça récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu, le système nerveux, les muscles, la capacité respiratoire et la capacité cardiaque. Si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin, je vous mets dans la description le lien de la vidéo d'Upside Strength qui a fait une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus exhaustive par rapport à ça, qui parle du sport en général, pas que du crossfit. Moi je voulais vulgariser ça pour que ça soit tout à fait compréhensible par tout le monde et utile pour tout le monde dans le monde du crossfit. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.